Nyakanga witandatu na kabiri Loni tangazo ubwigenge u Rwanda urakunda rubu Rwanda Repubulika twari tumaze kwihitiramo yagombaga kwigenga tariki ya mbere Nyakanga witandatu na kabiri Loni tangazo ubwigenge u Rwanda urakunda rubu Rwanda Nimucyo twese twongere twishimire icyo gikorwa cy'ingirakamaro cyatumye u Rwanda rwacu ruva mu mwijima w'icuraburindi bari rumazemo imyaka magana n'amagana. Chers auditeurs et chers téléspectateurs de Radio Urumuri, Rwandaises et Rwandais, bonjour ou bonsoir selon l'endroit du globe d'où vous nous écoutez ou d'où vous nous regardez. Avant de commencer cette émission, permettez-moi d'abord de souhaiter à vous tous et à chacun une heureuse commémoration du 50e anniversaire de l'indépendance de notre cher pays, le Rwanda. En tant que média de la société civile rwandaise, Radio Urumuri est un véritable canal où tout Rwandais, où tout groupe de Rwandais vient et exprime ses idées, ses réflexions à propos de la vie de notre cher pays ou alors celle de ses concitoyens. C'est dans ce cadre, sur sollicitation du Cercle des Républicains, Radio Urumuri affecte une tranche horaire de ses émissions au Cercle des Républicains et ses invités afin qu'ils s'adressent aux Rwandais et au monde à l'occasion justement de cette 59e commémoration de l'indépendance du Rwanda. Et sans tarder, je cède la parole à M. Apollinaire Sindaïgaya, l'un des organisateurs de cette commémoration, afin qu'il nous présente le Cercle des Républicains, qu'il nous présente la philosophie ainsi que le programme de cette rencontre. Monsieur Apollinaire Sindaïgaya, la parole est à vous. Merci, monsieur Simpunga. Et, mesdames et messieurs, très chers compatriotes et amis du Rwanda, je vous salue au nom du peuple rwandais. En ce 1er juillet 2021, au nom du Cercle des Républicains, je vous souhaite la bienvenue pour commémorer le 59e anniversaire de l'accession du Rwanda à l'indépendance. Le Cercle des Républicains, initiateur de cette rencontre, a pour mission principale la mobilisation du peuple rwandais, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour l'acceptation de son histoire à travers 3 principales dates. Le 28 janvier 1961, proclamation de la République. Le 25 septembre 1961, le référendum Kamarampaka. Et le 1er juillet 1962, l'accession du Rwanda à l'indépendance. 1er juillet 1962, 1er juillet 2021, cela fait 59 ans que le peuple rwandais a recouvré son indépendance. Par leurs actions courageuses, les hommes et les femmes de très grande qualité ont permis au peuple rwandais de retrouver leur indépendance et leur dignité. Les Rwandais de tous bords sont appelés à entretenir cet acquis afin de pouvoir préserver les bases de l'unité nationale. La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans la dynamique et la continuité des rencontres intergénérationnelles afin que jamais ne s'éteigne le flambeau de l'espoir que nos aînés ont allumé.
un peuple sans histoire et comme un homme sans mémoire. Il y a ceux qui tentent de balayer notre histoire d'un revers d'une main pour la réécrire de leur façon. Le peuple rwandais ne peut pas laisser indifférent face à ces manœuvres destructrices. Pour un avenir meilleur du peuple rwandais, composé de Hutus, de Tutsis et de Twa, la transmission intergénérationnelle des acquis des pionniers de la République doit être pérennisée. C'est dans ce cadre que le Cercle des Républicains a organisé cette rencontre. Les femmes et les hommes de bonne volonté sont convaincus et déterminés à tout mettre en œuvre pour que le flambeau de l'espoir, allumé par les meilleurs de nos aînés, ne s'éteigne jamais et que les actes de bravoure posés par les pionniers de la République soient reconnus à leur juste valeur. Ainsi, pourra cela garantir la paix et la concorde au sein du peuple rwandais pour un développement socio-économique harmonieux. Sur ce, chers compatriotes, amis du Rwanda, je vous souhaite de passer de bons moments de discussion avec des échanges fructueux en ce 59e anniversaire de l'accession du Rwanda à l'indépendance. Gahorana Imana Rwanda, gahorana Imana ngobyi yaheze, abana bawe turibuka turirimba ubwigenge wabonye mu 1962. Merci, Monsieur Apollinaire Sindaïgaya, de donner le ton à cette rencontre. Et conformément au programme d'aujourd'hui, nous allons donner le micro à Monsieur Pierre-Célestin Bakunda Kicharo, que nous allons écouter. Monsieur Pierre-Célestin Bakunda Kicharo, la parole est à vous. Je vous remercie, Monsieur Simonga Aloïs. Je remercie mes compatriotes à côté, Joseph Mouchandi et Apollinaire, qui sont présents ici. Et comme nous avons prévu de discuter, d'avoir un entretien constructif à cette rencontre sur le 59e anniversaire de l'indépendance du Rwanda, c'est-à-dire de 62 à 2021. Je suis heureux de m'associer à tous ces participants que je viens de citer et l'organisateur, bien entendu, qui est Sindaïgaya, et bien entendu Aloïse Simonga, et le journaliste de la radio Rumuri, et aussi José Mouchandi, qui sera l'intervenant dans cette causerie. Afin de commencer notre entretien, dans un esprit de cerner la problématique des changements intervenus au Rwanda, j'aimerais que l'on parte d'une question que je considère c'est une question principale, laquelle question va être suivie par un postulant qu'on appelle une réponse anticipée ou bien une réponse provisoire. La question s'énonce comme suit. Pourquoi et comment le processus de déconstruction de la monarchie au Rwanda
et de la décolonisation en faveur de la République a dû passer par la révolution sociale de 1959, le coup de force de Gitarama du 28 janvier 1961, le référendum ou Kamarampaka du 25 septembre 1961 et la proclamation de l'indépendance le 1er juillet 1962. Et à cette question, donc, qu'on appelle une question anticipée, j'amène une hypothèse, une hypothèse qui est donc comme une réponse à la question que je viens de poser. Donc, la question qui mérite la réponse, la question à laquelle nous devons méditer tous pour qu'on fasse une certaine évaluation. Pourquoi est-ce que ceci s'est passé comme ça? Donc, le régime monarchique au Rwanda, avant et pendant l'époque coloniale, avait accaparé le pouvoir sans partage, excluant de fait certaines composantes de la société rwandaise, en l'occurrence les Bahutu et les Batwa. Cette situation, combien insatisfaisante, avait créé un déséquilibre social à telle enseigne qu'il a fallu défaire ce pouvoir au travers d'une révolution sociale, par ailleurs provoquée par des jeunes Watutsi unaristes ayant attaqué et molesté un des races sous-chefs Hutu Dominique Bonyumutwa Abzimana Gitarama le 1er novembre 1959. La suite des événements a conduit le pays à son autodétermination le 1er juillet 1962, journée commémorative où le Rwanda a rejoint le Concert des Nations. Alors, j'ai essayé, disons, de fractionner notre entretien en plusieurs points. Et le premier point, c'est donc de la monarchie à la République, le 28 janvier 61, et à l'indépendance du Rwanda, le 1er juillet 1962. Alors, ici, comme nous parlons de l'indépendance, on ne peut pas faire intervenir le passé lointain, mais quand même, on doit se servir des événements qui ont précédé l'indépendance et qui ont fait que cette indépendance existe. Je suis parti donc du revirement de l'Église catholique en 1956 et sa contribution au changement social. L'Église catholique, sous Monseigneur Classe, avait tout fait pour laisser la majorité dans la dépendance de la minorité, et son successeur, Monseigneur de Primos, continua dans la même philosophie. Elle fit cette Église, cependant, un revirement vers une justice sociale pour tous sous Monseigneur André Pérodin en 1956. En comparant ces deux positions diamétralement opposées, on voit que les deux philosophies étaient basées sur deux stratégies différentes. L'une appliquait l'ordre de leur supérieur hiérarchique, le cardinal Lavigérie, basé à Algérie, qui avait dit qu'il fallait convertir d'abord les chefs, afin qu'ensuite la masse suive. Monseigneur André Pérodin ne considérait que la justice sociale qui met les gens sur
les mêmes pieds d'égalité, sans distinction aucune. L'avènement de Monseigneur André Pérodin comme nouveau vicaire apostolique en 1956 allait encore accentuer ce changement d'orientation. Son mandement ou écrit du carême de 1959 fut le catalyseur qui déclencha à travers tout le pays un processus de conscientisation révolutionnaire. Pour ce carême de 1959, Monseigneur André Pérodin publia une lettre sur la charité où il était dit que des réformes de structure s'avéraient absolument nécessaires au Rwanda. Alors, ça montre quand même qu'il y avait une tension, il y avait un mécontentement des uns et des autres, surtout que la part du gâteau, l'entièreté du part du gâteau était du côté de la minorité qui exploitait la majorité. Donc, cette situation a provoqué ce qu'on a appelé une mise au point. Donc, l'élite Tutsi a fait une mise au point pour clarifier les choses. Mais en clarifiant les choses, il s'est fait que l'élite Hutu qui était quelque part dans l'oubli a aussi formulé ses ressentiments. Donc, c'est-à-dire, en date du 27 février 1957, fut publié par un groupe de Batutsi, de l'élite Tutsi en fait, un écrit dénommé « Mise au point », dans lequel on pouvait lire « Le pouvoir Tutsi est impartageable. Les Bahutus ont toujours été les populations de seconde zone servant les intérêts des Batutsi, que par conséquent, ils n'avaient rien en commun en termes de fraternité. De plus, ils réclamaient le départ immédiat des Belges, l'indépendance immédiate d'abord, afin de laisser régler leurs problèmes internes par eux-mêmes à l'intérieur du Rwanda. Le 24 mars de la même année, sortit alors un écrit de revendication Hutu en réponse donc à la mise au point. Même année 1957, sortit alors un écrit de revendication Hutu en réponse à la mise au point intitulé Manifeste des Bahutus. Le contenu de ce manifeste se résume comme suit. La situation actuelle provient en grande partie de l'état créé par l'ancienne structure politico-sociale du Rwanda, en particulier l'Ubuhake, et de l'application à fond de certaines institutions sociales qui ont été effacées sans qu'on ait permis à des institutions modernes, occidentales, correspondantes de s'établir et de compenser. L'idée ici est que, quelque part, les Bahutus auraient souhaité que le Rwanda soit gouverné à l'image de la Belgique, puisque bon, nous, on connaissait que la Belgique quelque part, mais on savait très bien que toute l'Europe avait la même politique en termes de démocratie et surtout en ce qui concerne le droit de l'homme. Bon,
Alors, aussi, serions-nous heureux de voir s'établir rapidement le syndicalisme pour aider à encourager la formation d'une classe moyenne forte. La peur, le complexe d'infériorité et le besoin atavique ou héréditaire d'un tuteur attribué à l'essence, c'est-à-dire à la nature du Mobutu, si tant est vrai qu'ils sont une réalité, sont des séquelles du système féodal. À supposer leur réalité, la civilisation qu'apportent les Belges n'aurait pas réalisé grand-chose s'il n'était fait que des efforts positifs pour lever effectivement ces obstacles à l'émancipation du Rwanda intégral. Fin de citation. Quelles solutions peuvent être présentées dont l'efficacité n'est possible que si le système politique et social actuel du pays change profondément et assez rapidement? Ce sont des interrogations de nos chers amis meneurs de la Révolution. Et la réponse à cette question se décline en 4 points. La première solution est en esprit. Il faut qu'on abandonne la pensée que les élites rwandaises ne se trouvent que dans les rangs hamites. Entre parenthèses, méthode chérie en fait par l'administration dans nos pays et qu'on appelle par abus le terme Umuco w'igihugu, le respect de la culture et de la coutume du pays. Point numéro 2. D'un point de vue économique et social, nous voulons que les institutions soient créées pour aider les efforts de la population Hutu, handicapée par une administration indigène qui semble vouloir voir le Mobutu rester dans l'indigence et donc dans l'impossibilité de réclamer l'exercice de ses droits dans son pays. Point numéro 3. D'un point de vue politique, si nous sommes d'accord que l'administration Tutsi actuelle participe de plus en plus au gouvernement du pays, nous pensons pourtant mettre en garde une méthode qui, tout en tendant à la suppression du colonialisme blanc-noir, laisserait un colonialisme pur du Hamit sur le Mobutu. Il faut, à la base, aplanir les difficultés qui pourraient provenir du monopole hamite sur les autres races plus nombreuses et plus anciennes habitant le pays. Le point 4. D'un point de vue instruction, demain, on réclamera des diplômes. Et ce sera avec raison. Or, jusqu'ici, la sélection de fait au stade secondaire et supérieur crève les yeux. Les prétextes ne manquent pas, bien entendu. Et certains ne sont pas dépourvus de tout fondement. Ils profitent d'un système favorisant systématiquement l'avancement politique et économique du Hamid, etc. Les autorités voudront donc voir dans cette brève note, en quelque sorte, systématiser les courants d'idées et les désirs concrets d'un peuple auquel nous appartenons, avec lequel nous partageons la vie et le refoulement.
Ces derniers opéraient par une atmosphère tendant à obstruer la voie à une véritable démocratisation du pays, celle-ci encouragée par la généreuse Belgique et vivement souhaitée par la population avide d'une atmosphère politico-sociale viable. Cette atmosphère se veut favorable à l'initiative et au travail pour un mieux-être et par la promotion intégrale et collective du peuple. Signé Maximilien Nyonzima, Grégoire Kayibanda, Clavin Dahayo, Isidore Nzeyimana, Calliope Moulinda Habi, Godefroy Senhama, Sylvestre Munyambonera, Joseph Sibomana, Joseph Abdelmana Gitera. C'est dans cet ordre d'idée qu'en 1958, un conflit grandit. Un premier parti politique fut fondé, la PROSOMA, ou Association pour la promotion de la masse. Ils se réclamaient de la démocratie, confère Hundawagenzi, Rwanda politique, page 20 à 29. Origine de la révolution sociale rwandaise en 1959. Comme déjà vu dans les pages précédentes, le Rwanda se trouve toujours dans une situation sociale en déséquilibre. La minorité Tutsi dirigeait et dominait presque exclusivement le reste du peuple rwandais. Le clivage ethnique s'était encore accentué pendant toute la période coloniale. Ceci fut, certes, le fruit d'une longue évolution historique, mais ce n'en était pas moins injuste. L'autre cause de la montée d'une intelligentsia nouvelle. Ici, on veut montrer en fait que avec la formation, l'éducation des jeunes Bahutu qui étaient formés surtout dans des petits et grands séminaires ou même dans des écoles de moniteurs, qu'il y a eu quand même des échanges parce qu'ils avaient appris à l'école qu'il existait des pays où on pouvait trouver des systèmes équilibrés. Et cela, s'ils avaient appris aussi, par exemple, les raisons de la Révolution française, ce qui est normal, ça leur avait inspiré d'avoir un pays qui est basé sur la démocratie, l'égalité des chances, bon, pour pouvoir aller de l'avant sans qu'il y en ait certains qui soient oubliés. Donc, vers les années 1956, cette situation d'aliénation fut ressentie de plus en plus comme profondément inique par une minorité d'intellectuels Hutus comme Grégoire Kayibanda, Joseph Gitera et certains Batutsi comme Ndazaro et Karekezi et Bwanakweli. Ces personnes et beaucoup d'autres prirent conscience du problème et du malaise profond qui agitait déjà le pays. Ils avaient été formés soit par l'Église dans des petits et grands séminaires du pays où la doctrine chrétienne leur avait appris l'égalité foncière et totale entre les hommes. L'administration belge avait aussi contribué à l'enseignement de certains d'entre eux ayant fréquenté le groupe scolaire d'Asrida où ils avaient acquis les bases du système démocratique.
Ici, il faut distinguer deux choses. Donc, au groupe scolaire de Butare, il n'y avait que les élites Tutsis. Il n'y avait pas de Hutu dans ce groupe scolaire. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, les rares Hutus qui avaient été formés, ils avaient été formés où? Aux petits, grands séminaires et dans les écoles de moniteurs. Ce fut surtout après les résultats étonnants et en même temps significatifs des élections du Conseil supérieur du pays en 1956 que les mouvements d'opposition au régime commencèrent à se manifester. Alors, on va enjamber vers la révolution, donc vers la révolution sociale de 1959. L'année 1959 avait été riche en événements politiques. Aucune réforme de structure n'avait cependant été faite. Or, le groupe du manifeste des Bahutus réclamait de plus en plus une transformation radicale de la structure politique. Cette transformation devait requérir dans l'immédiat la démocratisation par la base de toutes les institutions publiques à longue échéance. Il fallait aussi la démocratisation de l'enseignement secondaire et surtout et supérieur, appelé à former les futures élites de la direction et l'encadrement des masses laborieuses. Cette perspective devait impliquer nécessairement une véritable révolution pacifique, seule capable de prévenir une révolution sanglante dont le pays était menacé. Vous comprenez très bien que l'attente de l'élite Hutu n'était pas de mettre le pays dans le chaos, mais plutôt de pacifier le pays en même temps en provoquant des changements bénéfiques à tous les Rwandais, toute race, toute ethnie, confondue. Un certain espoir était né, cependant, lors de l'avènement du nouveau Moami. Celui-ci avait promis de régner en roi constitutionnel. Puisse-t-il l'être davantage en fait qu'en parole, car un jeune Moami de 24 ans, entouré de faucons et plus lettré que lui, on aurait pu s'attendre à l'inverse. Cet espoir d'un renouveau fut de courte durée. Sous la pression d'ultra-féodaux, le jeune monarque se laissa entraîner de plus en plus vers une attitude réactionnaire. La révolution pacifique ne se fera pas. La révolution sanglante de 1959 à 1961, un conflit qui devient imminent. Dès les années 60, dès le début du mois de septembre 1959, des partis politiques nouveaux, à côté de la Prosoma de Joseph Guitera, se forment et élaborent leur doctrine. Le 3 septembre, le parti UNAR, Union nationale rwandaise, est fondé. Le groupe, il regroupe tous les réactionnaires du pays qui comptent maintenir coûte que coûte la situation traditionnelle. Il subordonne la solution du problème social rwandais à l'acquisition de l'indépendance. Pour les dirigeants de ce parti, le désir d'anticipation
d'émancipation du groupe des Bahutus ne serait qu'une manœuvre de la puissance titulaire pour renverser la structure politique traditionnelle du Rwanda et maintenir un régime colonial dans le pays. Ça, c'est le ressenti, en fait, des unaristes qui croyaient et qui voyaient certainement que les Belges avaient déjà opté pour le changement et que ce changement-là devait être mené par la majorité. Et là, ils se sont donc mis à porte-à-faux contre la puissance titulaire en l'accusant de soutenir les changements que cherchaient les Hutus. Le 14 septembre 1959 de la même année, donc, une autre formation politique voit le jour, le RADER, Rassemblement démocratique rwandais. C'est un parti du centre qui désire introduire progressivement des réformes de structure tout en maintenant les formes traditionnelles du Rwanda. Le 9 octobre 1959, le parti Parmé Hutu, parti du mouvement d'émancipation Hutu, se crée. C'est le parti progressiste qui désire opérer dans le Rwanda des transformations radicales pour atteindre une démocratie véritable. Voici ce que disaient les leaders du parti Parmé Hutu. Ce que le Parmé Hutu veut pour le pays, c'est une véritable union de tous les Rwandais sans qu'aucune race n'en domine une autre, comme c'était le cas aujourd'hui. Le Parmé Hutu s'efforcera de remplacer la structure actuelle par une pleine démocratie. Cette démocratie devrait embrasser les principes de gouvernement du pays, ses cours et tribunaux, ses propriétés foncières, ses établissements secondaires, la répartition des richesses tirées des impôts du Rwanda. Bref, la démocratie imprégnera toute la vie de la nation. Manifeste programme du parti le 9 octobre 1959. Ici, on peut commenter et dire que le manifeste des Bahutus est clair et semble plus équilibré puisqu'il n'exclut pas et plutôt le manifeste propose des voies de sortie assez intéressantes pour les trois composantes du pays. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas d'animosité dans ce qu'il propose comme solution à la crise qui s'est installée déjà. Donc, les tensions entre les partis deviennent vite très fortes, les esprits s'échauffent, campagnes de dénigrement, meetings, manifestations se succèdent dans un rythme rapide. Alors, l'élément ultime et déclencheur de la révolution. Comme dit plus haut, dans ce climat de fièvre politique, la moindre étincelle pouvait faire éclater la poudre. Le 1er novembre 1959, un groupe de 8 jeunes unaristes attaqua et molesta le sous-chef Hutu Dominique Mbonyumutwa. La foule de la sous-chefferie d'Ondiza se rendit à la résidence du chef de chefferie pour demander ce qui était advenu à leur chef. Un des 3 sous-chefs présents menaçait alors la foule avec son arc et ses flèches. Une partie de la foule attaqua alors la maison. Cette action du sous-chef déclencha dans l'ensemble du pays
un flambée de violence, attentats, pillages, destructions et incendies se répandirent partout. Les leaders de l'UNAR, entourant le nouveau Moami, décidèrent de rétablir eux-mêmes l'ordre public, c'est-à-dire l'ordre clanique prévalent. 3 chefs et de nombreux autres s'engagèrent ainsi à des campagnes d'intimidation, d'attentats et de meurtres sur tout le territoire du pays, qu'il y ait des incidents ou non. Tout opposant devait être éliminé. Ils allumaient donc un feu qui ne s'est plus éteint depuis. De nombreux responsables de tous bords l'ayant entretenu par la suite. Selon Guido de Wild, page 44, les cycles d'assassinats sélectifs d'élites et de cadres suivis de vengeances massives aveugles allaient se produire de façon régulière, avec des armes de plus en plus perfectionnées. Ceci faisait dans le plus pur style. Ceci se faisait dans le plus pur style de l'époque Kanjogira, Musinga et des luttes hégémoniques ancestrales. La force publique fut débordée et ce n'est que le 14 novembre que l'autorité parvint à ramener lentement le calme. À partir de cette date, on ne signale plus que des incidents dispersés et occasionnels, mais la tension persiste. Vous comprenez en fait la fureur qui a suivi l'attaque du sous-chef Mbonyumutwa et que au lieu d'expliquer à la foule qui était là, de leur donner une réponse, même si vague pouvait-elle être, prendre un arc et des flèches pour disperser la masse en colère, ça fait en fait ce que ça fait, c'est-à-dire ça a provoqué cette révolution de 1959 qui devait certainement se passer autrement. Des institutions traditionnelles aux institutions modernes. Les partis démocratiques soutenus activement par la Belgique se regroupent le 30 avril 1960. Ici, on peut parler en fait des 3 partis politiques. On va parler du parti Rader, du parti Parmehutu et du parti Aprosoma, qui se sont groupés et qui étaient quelque part sponsorisés par la Belgique. Donc, le 30 avril 60, dans un front commun pour exiger la destitution immédiate du Dokigeri 5, donc ces partis-là se sont réunis. Et donc, ils voulaient le remplacement de ce roi par un autre plus ouvert aux problèmes nouveaux. Du 26 juin au 31 juillet 1960, les élections communales sont organisées, les anciennes sous-chefferies étant regroupées en communes. Les résultats furent un triomphe pour le Parmehutu. Le Parmehutu récolte 70,4% des voix, Aprosoma 7,4%, Rader 6,6%, UNAR 1,7%.
Pour mieux comprendre ces résultats, il faut savoir que dès juin, les membres d'Olinar ne participaient plus aux travaux du Conseil spécial provisoire ayant remplacé l'ancien Conseil supérieur. Les membres de cette formation politique menaient cependant une campagne abstentionniste contre ces élections. L'entente du RADER et des partis Hutus, par mes Hutus approximativement, éclatera après ces résultats électoraux. Le RADER mettait encore en doute l'honnêteté des élections et accusait le Parti Hutu de tyranniser le peuple. Un parti émergera alors et deviendra de plus en plus puissant. Le Parti Hutu, dénommé dès lors le Mouvement démocratique républicain MDR. En juin, le Mohamed Kigeri quitte le Rwanda pour une mission privée au Congo-Kinshasa. Il ne reviendra plus. Le 26 octobre 1960, le Conseil supérieur provisoire fut dissous et remplacé par une assemblée élargie composée de 48 membres appartenant aux diverses tendances du pays. Le même jour, M. Grégoire Kayibanda, Premier ministre, représentait à l'Assemblée le gouvernement provisoire composé de 7 ministres rwandais, dont 5 Bahutu, 2 Batutsi et 2 Européens. Donc, ça fait 9 ministres. Le passage par la monarchie, de la monarchie à la République le 28 janvier 61. Les événements se sont précipités, le Moami était absent et Lunar prônait une politique de boycottage. C'est ainsi que le 28 janvier 1961, le ministre des Affaires intérieures du gouvernement provisoire, M. Gwasibo, convoqua à Gitarama une convention nationale des membres de l'Assemblée provisoire, des bourgmestres et des conseils communaux. La convention abolissait l'ancien régime, déposait le Moami, proclamait la République, élisait un président, M. Dominique Mbonimutwa, et une assemblée législative composée de 44 membres. Ainsi naquit la première République rwandaise. Le président désigna immédiatement le Premier ministre, M. Grégoire Kayibanda toujours, qui présenta le jour même un gouvernement de 10 ministres. Alors vient un autre événement qui est le Kamaramaka, ou le référendum du 25 septembre 1961. Donc, un référendum est un vote direct de l'ensemble des électeurs d'un État ou d'une collectivité locale qui se détermine sur une proposition de nature législative ou constitutionnelle, l'initiative du pouvoir exécutif ou des citoyens selon les modalités définies par la loi. Le choix possible étant oui ou non, le projet soumis au vote est soit accepté, soit rejeté. Le référendum permet d'obtenir l'aval du peuple sur les grandes questions de société ou institutionnelles. Donc, si je peux interpréter ça, c'est que il fallait absolument trancher pour que les élites Tutsi qui disaient qu'il n'y avait pas, ils ne validaient pas donc les élections, qui n'acceptaient pas ce qui s'était passé, alors l'ONU a tranché et
a demandé à ce qu'il y ait un référendum pour ou contre le Mwami. Voilà. Donc, on ne peut parler de Kamaramhaka référendum sans aborder en quelque sorte, en quelques lignes, l'histoire du Rwanda ainsi. En effet, le Rwanda moderne, qui contraste avec le Rwanda ancien, est né des institutions républicaines instaurées à partir des changements sociopolitiques menés par les Rwandachaka ou militants de tous bords. Cela fut un combat de longue haleine qui demanda beaucoup de sacrifices. Certains Banyarwanda de l'opposition d'alors, qui luttaient pour la libération du pays, étaient systématiquement éliminés par le pouvoir du Mwami, par exemple, Seichougou, Munyangaju, Kayuk et beaucoup d'autres. Le 25 septembre 1961, eurent lieu donc les élections législatives et le référendum demandé par l'Assemblée générale de l'ONU et supervisé par l'organisation internationale. Plus de 95% des électeurs exprimèrent leur vote. La monarchie fut rejetée avec 80% des voix. Donc, ils disent qu'ils changent, ils ne veulent plus du Mwami, mais ils veulent de la République. Et ça, c'est exprimé de manière claire. C'est donc un non pour un non à la monarchie et un oui à la République. Le Parti Hutu obtient alors 77,7% de voix, c'est-à-dire 35 sièges donc, dans l'Assemblée. L'UNAR obtint 16,8% et 7 sièges, et la Prosoma obtint 3,5, c'est-à-dire 2 sièges. Ce qui totalise 44 membres du Parlement. Monsieur Kayibanda fut élu président de la République, de la Deuxième République rwandaise, par l'Assemblée législative. Le gouvernement comprenait des ministres de parti MDR, Aprosoma. Le parti UNAR, bien qu'il fût pressenti, refusa de participer au gouvernement. Depuis décembre 1961, des éléments ultra-royalistes lancent des actions terroristes contre la jeune République. Depuis ce moment, le pays vécut dans une certaine tension et dut organiser sa défense. C'est cependant dans l'allégresse générale que le 1er juillet 1962 est proclamé à Kigali l'indépendance du pays. Le Rwanda devint, après 3 années de lutte, une république démocratique, sociale et souveraine. Maintenant, nous passons à l'avènement de l'indépendance au Rwanda le 1er juillet 1962. Le Rwanda indépendant s'organise dès son accession à l'indépendance. Le gouvernement est de type présidentiel. Le chef de l'État est en même temps chef du gouvernement. Une assemblée législative de 44 membres contrôle l'action du gouvernement et exerce le pouvoir législatif, tandis qu'une Cour suprême établie à Nyabisindu supervise les tribunaux de la République et donne son avis sur la constitutionnalité des lois. Beaucoup de problèmes restent à résoudre.
de l'installation de son premier gouvernement le 26 octobre 1960, son Excellence, M. Grégoire Kayibanda, avait tracé le programme de son action dans la ligne d'un développement harmonisé et intégral de toutes les couches de la population rwandaise, pas uniquement du standing matériel, mais également de la vie sociale et spirituelle. À l'occasion de l'indépendance, une brochure éditée par le ministère des Affaires étrangères et de l'information annonce dans le même sens. Le gouvernement et le peuple de la République rwandaise présentent leur pays dont ils ont rénové complètement les structures et qu'ils continueront de construire dans la sagesse, la patience et le travail en vue du bien-être spirituel et matériel de leurs enfants et de la coopération entre tous les pays du monde. C'est une tâche énorme. Les problèmes économiques et sociaux immenses et impérieux. Le Rwanda est un pays en voie de développement, aucune industrie importante, un rendement agricole faible, un alphabétisme élevé. Je parle d'analphabétisme élevé, etc. Le gouvernement rwandais doit alors agir vite. Ce n'est cependant pas la tâche d'un seul ou de quelques hommes, mais de toute une nation. Puissent ces lignes susciter dans la jeunesse rwandaise ce désir et cette ferme détermination de travailler à la réalisation de l'idéal de la République rwandaise, liberté, coopération, progrès. Voilà, chers amis, en quelques lignes, je viens de vous donner au moins un aperçu de ce que la lutte pour la liberté au Rwanda a produit et comment les leaders de l'époque ont su jouer le jeu pour pouvoir promouvoir le changement sans trop de casse, même s'il y en a eu, mais leur sérieux, leur fidélité, leur collaboration ont permis de conduire les changements à bon port. Je vous remercie. Rwanda rwacu Rwanda gihugu cyambyaye ndakuratana ishyaka n'ubutwari iyo nibutse ibigwi wagize kugeza ubu nshimira abarwanashyaka bazanye repubulika idahinyuka bavandimwe b'uru Rwanda rwacu twese nimuhaguruke turubumbatire mu mahoro mu kuri mu bwigenge no mu bwumvikane. Merci beaucoup à vous, Monsieur Pierre-Célestin Bakundi Kicharo, pour votre exposé. Et pour la suite, nous allons accorder notre attention à l'intervenant suivant, qui est Monsieur Joseph Moussiandi. Alors, Monsieur Joseph Moussiandi, la parole est à vous. Je vous remercie, Monsieur Simunga. Je remercie Radio Rumuri de nous avoir invités. Représentant du Cercle des Républicains appelé Sindaï Gaya, Pierre Célestin Bakundi Kicharo,
qui vient de faire un exposé brillant. Je voudrais également remercier à l'intention donc des auditeurs de cette radio d'attirer leur attention sur un sujet aussi captivant et passionnant que la commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance du Rwanda. Je voudrais remercier particulièrement le Cercle des Républicains qui nous a proposé d'axer notre intervention sur les points suivants. Quel sens de la célébration de l'indépendance pour un Rwandais de l'intérieur et même de la diaspora? Nous invite à parler des pionniers de l'indépendance et de la manière possible de leur rendre hommage. Voir également les enseignements à tirer de la commémoration de l'anniversaire de l'indépendance face au défi de construction du Rwanda de demain. Concernant le sens de la commémoration de l'indépendance, à mon avis, il présente un double sens, un sens historique et un sens patriotique. Le sens historique. Il importe à tout individu de connaître l'histoire de son pays, car l'histoire propre, personnelle à un individu s'inscrit dans l'histoire de son pays. Pour le Rwanda, l'idée du droit du peuple de disposer de lui-même est née lors de la conférence de Versailles en 1919, lorsque l'empire colonial allemand a été partagé entre la France, l'Italie, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et la Grande-Bretagne. La Belgique mécontente revendique les territoires conquis pendant la guerre, dont le Rwanda-Urundi. 3 sortes de mandats furent catégorisés en classes A, B et C, selon le degré de développement du peuple. Le Rwanda-Urundi fut classé dans le mandat de classe B, régi par le paragraphe 5 de l'article 22 du Pacte de la Société des Nations du 28 juin 1919. Le dit article impose aux mandataires, la Belgique, d'assumer l'administration du territoire à des conditions qui garantiront la liberté de conscience et de religion, sans autre limitation que celle que peut imposer le maintien de l'ordre public et de bonnes mœurs. Le 13 décembre 1946, la Belgique reçoit officiellement le mandat de tutelle de l'ONU de conduire le Rwanda-Urundi vers l'indépendance. Cet objectif sera atteint le 1er juillet 1962, après 16 ans de parcours depuis le mandat de l'ONU. Le sens patriotique. L'amour de sa patrie est un sentiment naturel, noble et humain. Un proverbe rwandais dit « Wanga kumenera igihugu amaraso, imbwa zikayanywera ubuntu ». Littéralement, tu refuses de verser ton sang pour ta patrie et les chiens s'en abreuvent gratuitement. Autrement dit, tu peux t'abstenir de rendre service à ton pays et à la fin de ta vie, te retrouver sans avoir servi à rien. Commémorer la fête de l'indépendance
fait partie des convictions propres à une personne, éprouvant la joie de célébrer le droit du peuple de disposer de lui-même. Quand un peuple est plié sous le joug de la dictature, quand les gens sont assassinés, portés disparus, arbitrairement emprisonnés, l'être humain ne peut plus parler d'indépendance du peuple, mais bien de son oppression. Il est donc appelé à participer à la libération de son peuple. La Déclaration universelle des droits de l'homme dispose dans la troisième considération de son préambule ce qui suit. Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Quand le peuple est exaspéré, le dos collé contre le mur, il n'a plus d'autre choix que de chercher à se libérer. Ainsi, c'est un devoir patriotique de chacun de participer à la libération de son peuple quand il est opprimé. Agissant de concert, le peuple crée une dynamique de résistance telle qu'elle incarne en elle-même le remède à ses souffrances, une force inattaquable, car c'est d'elle-même que découle la légitimité du pouvoir, inégalable pour son entité en tant que nation, imbattable et inébranlable en cas de confrontation aux ordres dictatoriaux portant sur son asservissement. Aussi, la fête de l'indépendance rappelle-t-elle à chaque Rwandais, aussi bien de l'intérieur que de la diaspora, que le Rwanda est une mère patrie pour laquelle il est appelé à garder un amour patriotique qui le pousse à lui rester attaché, à lui rester fidèle, à rechercher son développement, à apporter sa contribution dans le maintien de la paix, de la sécurité et à la recherche du bien-être de sa population. Une lecture attentive de l'article 22 du Pacte de la Société des Nations exige aux dirigeants de combattre toute injustice en garantissant la liberté de conscience et de religion, sans autre limitation que celle que peut imposer le maintien de l'ordre public et des bonnes mœurs. Le chapitre 4 de la Constitution du Rwanda consacre les valeurs qui caractérisent réellement un état de droit. Le droit à la vie, le droit au respect de la personne humaine, le droit à la sécurité, le droit à la non-discrimination, le droit à l'égalité devant la loi, le droit à l'équité, le droit à la liberté d'opinion, à celle de la presse, ainsi que d'autres valeurs relatives à un pays démocratique et respectueuse des droits humains. Un pays doté de ces valeurs, voilà un pays de droit, voilà un pays indépendant. Peut-on dire que la Constitution du Rwanda était respectée lorsque ces valeurs sont permanemment remises en cause ou qu'elles existent de manière discriminatoire? Lorsque la sécurité n'est plus assurée suite aux assassinats, aux disparitions forcées qui restent impunies, la protection des citoyens est perturbée et les victimes qui ont la possibilité de le faire
préfèrent prendre le large pour chercher leur protection ailleurs. Sauf que le Rwanda actuel, son gouvernement les poursuit et utilise des manœuvres terroristes pour les kidnapper dans leur refuge. Je ne parlerai pas du cas de Rusesabagina actuel. La commémoration de la fête de l'indépendance offre donc à chaque Rwandais, qu'il soit de l'intérieur ou de la diaspora, l'occasion de méditer sur tous ces aspects, de manière à ce que le pays puisse, dans son ensemble, retrouver sa sérénité. Tels sont, à mon avis, les sens historique et patriotique de la fête que nous célébrons aujourd'hui. Il nous a été demandé de parler des pionniers de l'indépendance et de la manière possible de leur rendre hommage. Mon collègue qui vient de terminer son exposé a brillamment parlé de ces pionniers. Je peux en faire encore un rappel. En mars 1957, 9 leaders qu'il a énumérés, Grégoire Kayibanda, Joseph Habyarimana Gitera, Max Niyonzima, Claver Ndahayo, Isidore Nzeyimana, Calliope Mulindahabi, Godefroid Sentama, Sylvestre Munyambonera et Joseph Sibomana prennent les devants et adressent au vice-gouverneur général du Rwanda une note sur l'aspect social du problème racial au Rwanda. Le manifeste précise ce problème racial en ces termes. Le problème est avant tout un problème de monopole politique dont dispose une race, le Mututsi, monopole politique qui, étant donné l'ensemble des structures actuelles, devient un monopole économique et social. Monopole politique, économique et social qui, vu les sélections de facto dans l'enseignement, parvient à être un monopole culturel au grand désespoir des Bahutus qui se voient condamnés à rester d'éternelles manœuvres subalternes et puis encore, après une indépendance éventuelle qu'ils auront aidé à conquérir sans savoir ce qu'ils font. C'est à la page 2 du manifeste des Bahutus in fine. Les auteurs revendiquent donc l'émancipation intégrale de la population, la promotion intégrale et collective du peuple, non au travail servile, non aux exactions, non aux spoliations et aux concussions, la liberté d'expression, la légifération par écrit et ou une législation écrite, le droit à l'emploi, l'égalité de tous devant la loi et le droit à l'éducation pour tous. Il est important de relever ici que leurs revendications ne concernent pas uniquement la population Hutu, mais bien le peuple rwandais, Hutu, Tutsi et toi tous confondus. Je cite le manifeste. Il nous a paru constructif d'en montrer en quelques mots les réalités angoissantes à l'autorité tutélaire qui est ici pour toute la population et non pour une caste qui représente à peine 14% des habitants. C'est à la page 1, alinéa 3 du manifeste. En peu de mots,
Il dénonce la domination de la minorité au pouvoir et celle de l'administration de tutelle. Il réclame un changement de la situation socio-politique, économique et culturelle du Rwanda. Il jette ainsi les premiers jalons de l'indépendance du peuple rwandais. L'administration coloniale appellera abusivement cette note le manifeste des Bahutu. À la réception de ce document, la majorité des membres du Conseil supérieur du pays l'ont rejeté. Néanmoins, une minorité l'a approuvé. Il s'agissait de Monseigneur Alexis Kagame, M. Karekezi Alex et M. Bwanakweli Prosper. En réplique à cette note, le Conseil supérieur du pays publie à son tour un document intitulé « Mise au point » qu'il avait adopté en février 1957. Il adresse cette fois-ci à la mission de l'ONU. Dans ce document, le Conseil ignore les revendications Hutu et proclame la nécessité de renforcer les institutions féodales paralysées par la légifération du colonisateur belge. Cela a été exposé par mon collègue. En septembre 1957, une commission de l'ONU visite le Rwanda et reçoit à la fois le manifeste des Bahutu et la mise au point du Conseil du roi. Le problème est posé devant l'ONU. Aussi, les leaders Hutus deviennent-ils désormais incontournables face à la monarchie et au pouvoir de tutelle? Examinons maintenant quels sont les différents acteurs de l'indépendance et de la manière de leur rendre hommage. L'obtention de l'indépendance aura été un long processus, si bien qu'il n'y a pas moyen de rendre hommage séparément à tel ou tel autre pionnier. En effet, les étapes suivantes furent nombreuses et périlleuses. Nous pourrions citer notamment la naissance du multipartisme dans les débuts de l'année 1959, la création du Conseil spécial provisoire en février 60, les élections de juin-juillet 60, qui seront suivies du Congrès national du 28 janvier 61, à l'issue duquel seront mises en place les institutions de la République, telles que vient de relater M. Bakundi Kicharo, Pierre Célestin. Ces institutions seront suspendues par la résolution 1605 de l'ONU du 21 avril 61, afin d'organiser le référendum et des élections législatives au suffrage universel du 25 septembre 61, tel qu'il vient de vous l'expliquer. La première constitution sera votée le 23 novembre 61 par l'Assemblée nationale avec séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Les nouvelles institutions républicaines conduiront le pays à l'indépendance le 1er juillet 1962. Il est clair que les pionniers de la démocratie et de la République qui ont conduit le Rwanda à l'indépendance méritent tous des honneurs à des niveaux différents et une reconnaissance particulière par le service en charge des décorations des ordres nationaux. Néanmoins, le meilleur hommage que chaque Rwandais, aussi bien de l'intérieur que de la diaspora, pourrait rendre à ces pionniers serait de contribuer à la sauvegarde des acquis de l'indépendance, le respect de la personne humaine, le droit à la vie, à la liberté d'opinion et d'expression, au partage du bien-être socio-économique, enfin, le droit à une justice juste et équitable.
quels sont les remèdes? Il m'a été demandé de voir les enseignements à tirer face aux défis du Rwanda d'aujourd'hui pour bâtir un avenir meilleur. Il aurait été souhaitable que chaque Rwandais contribue positivement à la construction du pays. Nous avons une constitution qui, dans son ensemble, est bien écrite, mais elle n'est pas respectée. L'impunité des crimes commis par certains favoris du régime est devenue la règle. Des exemples abondent. Plusieurs organisations, tant nationales qu'internationales, ont demandé une enquête indépendante concernant les assassinats des personnes telles que Jean Damascène Habarugira, Kizito Mihigo, Silvio Dusaumuremyi, Anselme Mutuyimana, André Kagwar Gwisereka, Rwigara Sinapol, Dr Gasakure Venant, pour ne citer cela qu'à titre indicatif et non exhaustif. Il en a été de même pour les personnes portées disparues, telles que Boniface Twagirimana, Jean Chrysostome Rugiribambe, Eugène Ndereimana, Illuminé Iragena, Venant Abayisenga. Ceci à titre d'exemple. À présent, rien n'a été fait. La liberté d'opinion et d'expression est bafouée particulièrement pour les critiques du régime. Madame Victoire Ingabire Umuhoza n'a-t-elle pas passé 8 ans en détention, dont 5 ans en isolement, pour son discours prononcé à Gisozi devant le mémorial du génocide commis contre les Tutsis? La Cour africaine jugera plus tard que le dit discours ne méritait pas un emprisonnement dans un pays dit démocratique. Madame Yvonne Ildiamou-Gwiza Ida-Mandie, qui a osé dénoncer ce qui ne va pas, a été mise en détention depuis le 15 février 2021. Le professeur Karasira Aimable se trouve confronté à la même situation. Ce ne sont que des exemples. Pour bâtir un avenir meilleur, chaque Rwandais, aussi bien de l'intérieur que de la diaspora, a un rôle à jouer. Nous devrions tous nous mettre debout pour dénoncer les injustices, pour sauvegarder nos valeurs démocratiques basées sur l'écoute de l'autre, sur le débat qui permet à l'autre de s'exprimer, de poser des questions ou de critiquer, basées sur la compréhension mutuelle, la tolérance, l'acceptation d'une opinion divergente, la recherche de la vérité, même blessante, la recherche d'une solution commune pour l'intérêt public, le dialogue en un mot qui aboutit au pardon. Point n'est besoin de recourir au cliquetis des armes, car les réseaux sociaux facilitent la chose. Twitter, YouTube, Facebook, WhatsApp, LinkedIn, Viadeo, Meta, Instagram, Pinterest, Messenger, j'en passe. Tous ces réseaux sociaux peuvent aider à mettre à nu les scandales et faire fléchir une dictature qui pense à la sauvegarde de son image. Le changement dont nous avons besoin est la construction d'un état de droit. Je vous remercie. Tariki ya mbere Nyakanga 62 Rero itangazo ry'ubwigenge mu Rwanda rurakunda rubu Rwanda Repubulika twari tumaze kwihitiramo yagombaga kwigenga tariki ya mbere Nyakanga 62
rutangaza ubwigenge u Rwanda rurakunda ru Rwanda nimucyo twese twongere twishimire icyo gikorwa cy'ingirakamaro cyatumye u Rwanda rwacu ruva mu mwijima w'icuraburindi wari rumazemo imyaka magana n'amagana. Un grand merci à vous, Monsieur Joseph Mouchandi, pour votre exposé et vos réflexions. Après les exposés de nos intervenants, je vais demander à Monsieur Apollinaire Sinda Igaya, qui représente les organisateurs de la rencontre, c'est-à-dire le Cercle des Républicains, de bien vouloir prononcer un petit mot de remerciement aux intervenants et conclure notre entretien de ce soir. Monsieur Apollinaire Sinda Igaya, la parole est à vous. Monsieur Simpunga, je vous remercie de me repasser la parole. Et nos deux aimables intervenants viennent de nous faire une contribution importante et pertinente en ce 59e anniversaire de l'indépendance du Rwanda. Et l'accession du Rwanda à l'indépendance a été le couronnement d'un processus qui a mis fin à la monarchie et surtout au système Ubuhake dont tout le peuple rwandais doit œuvrer pour qu'il ne revienne jamais. Le système d'exploitation de l'homme par l'homme, il est à bannir. Et les pionniers de la République ont tout mis en œuvre pour le détruire. Et il ne faudrait pas que nous perdions cet acquis. Et c'est cet élément intéressant qu'il faut préserver et pour les reconnaître. Le peuple rwandais a recouvré le droit de disposer de lui-même grâce à l'avènement de l'indépendance, le droit de désigner ses dirigeants par la voie des élections et ainsi le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple s'est installé. En ce 1er juillet 2021, j'attire l'attention des anciens afin de mobiliser les jeunes pour demeurer les gardiens du temple afin de préserver les acquis de l'indépendance du Rwanda. Et au nom du Cercle des Républicains qui m'a donné la charge d'organiser cette rencontre, je remercie Radio Urumuri et ses journalistes qui ont tout mis en œuvre pour la réussite de cette rencontre. Je remercie les éminents intervenants, Bakunda Ichicharo Petero Celestin et Mouchandi Joseph, pour leur compte, pour tout ce qu'il faut pour que les acquis de nos aînés soient préservés. Je souhaite une bonne commémoration de l'indépendance à tout le peuple rwandais. Avec la solidarité et l'unité d'action, nous préserverons les acquis des pionniers de la République. Au nom du Cercle des Républicains, je vous donne rendez-vous le 25 septembre cette année pour pérenniser nos actions de mobilisation et ainsi veiller à ce que le flambeau de l'espoir allumé par nos aînés ne s'éteigne à jamais.
Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fête. Gahorana Imana Rwanda, gahorana Imana ngobyi yaheze, abana bawe turibuka turirimba ubwigenge wabonye mu 62. Ubwo rubanda nyamwinshi twari tumaze guhaguruka tugakora revolution mu 59, tukigobotora ingoyi ya gihake ntiyayikoronize. Nibwo tariki 28 Mutarama mu 61 u Rwanda rubaye repubulika. Twayishyigikiye bidasubirwaho ubwo ku ya 25 Nzeri muri uwo mwaka habaye itora ry'akamaramaka, icyifuzo kigama maze rubanda nyamwinshi ubwo bihawe ijambo iboneraho uburenganzira bwo kwihitiramo abategetsi. Intambwe nyantambwe, intambwe nyantambwe, umuco mwiza n'ubu tumenyereye. Intambwe nyantambwe, intambwe nyantambwe, umuco mwiza n'ubu tumenyereye. Repubulika twari tumaze kwihitiramo yagombaga kwigenga tariki ya mbere Nyakanga mu 62. Rero itangazo ubwigenge mu Rwanda rurakunda ruba u Rwanda. Repubulika twari tumaze kwihitiramo yagombaga kwigenga tariki ya mbere Nyakanga mu 62. Rero itangazo ubwigenge mu Rwanda rurakunda ruba u Rwanda. Nimucyo twese twongere twishimire icyo gikorwa cy'ingirakamaro cyatumye u Rwanda rwacu